Et en arrivant en bas de ce rapide, en reprenant les enfants dans le canoë, en fait, on a eu la drôle de surprise de voir une couleuvre vipérine passer sous nos pieds. Pour moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer aux enfants, c'est pas d'y être pour consommer la nature et absolument faire le tour de vélo, le tour de luge d'été, etc. Mais plutôt y être des fois pour juste passer du temps dehors. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Ça y est, nous sommes déjà au mois de juin et les vacances approchent à grands pas. Pour parler d'aventure, je reçois aujourd'hui Thibaut Liebengut, qui est l'auteur d'un superbe ouvrage intitulé « Aventure en famille, 42 idées pour voyager au grand air avec ses enfants ». Dans cet épisode, il nous partage toutes les clés pour partir à l'aventure à proximité de chez nous. Que vous soyez parents ou non, cet épisode vous donnera l'envie de découvrir la France sous un autre angle. Allez, je ne vous en dis pas plus, nous partons à l'aventure. Salut Thibaut, je suis très contente de te recevoir au micro pour parler d'aventure en famille à l'occasion d'un ouvrage que tu as écrit et qui est paru aux éditions Voyage Gallimard il y a 1 mois ou 2 maintenant. C'est un super bouquin dont on va parler vraiment pendant tout l'épisode. Avant ça, j'aurais aimé que tu commences par te présenter, s'il te plaît, et que tu nous présentes aussi ta famille, puisque aujourd'hui on va parler d'aventure en famille. Eh bien bonjour, merci de me recevoir. Donc moi je m'appelle Thibaut, donc je suis le papa de 2 enfants de Emma et Noah. Donc Emma qui a 13 ans maintenant, Noah qui a 10 ans, qui aura 10 ans la semaine prochaine. Et puis donc on fait ces aventures-là avec Milena, qui est ma femme depuis 25 ans, depuis hier, donc se trouve, donc c'est assez rigolo. Et voilà, donc moi dans la vie je suis consultant en développement durable, donc j'accompagne des entreprises dans leur stratégie de transition. Et surtout, par contre, je suis passionné d'outdoor, passionné de nature et depuis que je suis tout gamin. En fait, c'est vraiment mes parents qui m'ont transmis ça et qui finalement poussé à passer du temps dehors. Depuis que je suis tout gamin, je joue dans les bois à côté de chez moi. J'ai habité dans les Alpes du Sud pendant longtemps. Et un petit peu partout où on a habité, mon père était militaire, donc on a beaucoup circulé dans la France, mais à chaque fois, on a beaucoup habité au sein de la nature, enfin vraiment au cœur de la nature. Et en fait, ça m'a vraiment donné le goût, quoi, d'aller faire des cabanes, d'aller marcher tout seul avec les copains, ou d'aller se faire vraiment des petites balades sans le dire aux parents, enfin tu vois, en mode un peu école buissonnière. Et ça m'a toujours porté. Je pense que je l'ai un peu perdu comme tous les ados à un moment donné quand je suis parti au lycée, etc. Et finalement, c'est revenu assez rapidement. Et voilà, j'ai toujours fait du ski de rando, j'ai toujours fait beaucoup de ski. Ma mère était monitrice de ski, mon père chasseur alpin, donc c'est pareil, on a toujours passé du temps dans la montagne. Et je me suis aussi beaucoup remis à la rando et au trail en vieillissant, quoi, forcément. Et voilà, donc tout le temps dehors. Moi, j'ai du mal à vivre sans mettre un pied dehors et sans respirer l'air frais. Et j'ai du mal à tenir une semaine de 5 jours sans sortir. Donc, je travaille que 4, du coup. Donc, j'ai toujours un petit mercredi pour sortir. Et voilà, et du coup, je transmets ça à mes enfants depuis qu'on les a, depuis 13 ans maintenant. Et en fait, ça marche plutôt bien. On a vu qu'ils ont bien mordu au truc. Et on arrive, même encore ados, on arrive encore un peu à les sortir dehors. Je savais pas que tes enfants étaient ados, j'avais occulté cette info. Donc oui, effectivement, j'imagine qu'il y a un autre défi avec l'adolescence. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc on l'a compris, toi, tu es passionné d'aventure, de nature. Dans cet ouvrage, tu recenses 42 idées d'aventure à réaliser en famille, en France. Parce qu'on a la chance quand même d'avoir un très chouette territoire avec plein de choses à faire. Et quand on feuillette ton bouquin, on a l'impression de visiter 1000 pays rien qu'en regardant les photos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des aventures que vous avez pu réaliser avec ta femme et tes enfants ces dernières années, puisqu'ils sont quand même assez grands. Voilà, quel type d'aventure et si tu te souviens peut-être de la toute première fois où vous les avez emmenés, alors soit ton aînée toute seule ou alors peut-être les deux, à l'aventure. Voilà, j'aimerais bien que tu nous replonges un peu dans ces souvenirs-là. Alors effectivement, le bouquin, on l'a écrit là il y a à peu près un an ou 2. En gros, enfin l'idée a vraiment germé 1 an ou 2, et en fait on s'est dit, bah voilà, la petite, elle avait 11 ans, je crois, quand on a eu cette idée-là. Comment on peut finalement avoir une rétrospective de tout ce qu'on a fait, parce qu'en fait on s'est retourné, on s'est dit mais en fait ça fait quasiment 11 ans qu'on crapahute, qu'on emmène les enfants dehors, et en fait on a fait plein de choses et tout le monde nous dit putain c'est génial ce que vous faites. Bon, on a un compte Instagram sur lequel on partage pas mal de photos.
Et en fait, on avait beaucoup de retours de gens mais qui nous demandent des conseils. Ah bah, on aimerait aller là, on aimerait faire ça, ce que vous avez fait cette aventure là en canoë, ça a l'air génial, comment vous avez fait. Et en fait, on s'est dit bah pourquoi on n'écrirait pas un bouquin quoi. Alors moi j'avais jamais fait ça, je connais pas le monde de l'édition, donc finalement on s'est lancé dans l'aventure, on a écrit ce bouquin là. Mais finalement ça c'est vraiment une rétrospective de toutes nos aventures depuis qu'on est que les enfants sont tout petits. Et la première aventure qu'on a faite avec Emma, donc avec notre petite, elle avait 2 ans, je crois 2 ans et demi. Et en fait, on s'est dit qu'on allait simplement l'emmener dormir dehors. Donc c'était vraiment le point de départ. On s'est dit que nous, ce qu'on aime faire, c'est dormir dehors, c'est se réveiller au petit matin avec la rosée, avec le bruit des animaux et être en montagne. Donc en fait, on l'a emmené à 2 ans et puis on est allé se mettre au bord d'un lac dans les Écrins, un petit lac avec la vue sur la Meije, grave la Meije. Et en fait, on a posé la tente là-haut. On a marché 10 minutes. C'était vraiment accessible à côté de la voiture. On était un peu en panique, on avait notre stock de couches, notre stock de bouffe, on savait pas, enfin bref, on n'avait jamais vraiment fait ça avec elle. Donc faut vraiment se réinventer, je trouve, par rapport à ce qu'on fait quand t'es tout seul. Bah c'est pas grave, si t'oublies l'apéro, c'est pas très grave hein, quand on est en couple, mais par contre quand t'as un enfant et que t'oublies la couche, t'oublies le doudou, t'oublies je sais pas ses habits pour le changer ou pour pas qu'elle ait froid, du coup c'est un peu plus galère. Donc on a eu on s'est lancé en fait, on s'est lâché et puis en fait finalement c'est très bien passé. Le truc c'est qu'on s'est rendu compte que les enfants ils ont besoin de beaucoup moins de choses que ce qu'on pense et c'est pas grave si elle a pas le bon doudou ou elle a pas le truc, elle dormira quand même et elle va quand même s'éclater. Donc là elle marchait déjà, donc on a pu se balader, on a pu jouer autour de la tente, on a monté la tente ensemble, on a créé tout un truc qui fait qu'elle était vraiment impliquée dans l'aventure. Et voilà, et en fait ça a été le point de départ de l'aventure en famille hein, parce qu'on en faisait déjà nous en couple, mais ça a été vraiment ce point de départ et on s'est dit que vu le bonheur qu'elle avait dans ses yeux, bah il fallait qu'on continue et qu'on essaye de faire ça le plus souvent possible et de lui donner ses valeurs aussi, ses valeurs de la nature, découvrir les insectes, découvrir les animaux, découvrir les paysages et quelque chose qu'elle n'a pas forcément. On habitait en plein centre-ville de Grenoble, ça doit être dans les montagnes, on est quand même en plein centre-ville, donc on pouvait pas rester tout le temps là-bas quoi. Et en fait on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants à Grenoble qui ne sortaient pas de la ville quoi, qui n'allaient pas au ski et qui n'allaient pas en montagne. Donc voilà, on a voulu aussi essayer d'inspirer aussi nos potes, d'emmener nos potes avec nous et en fait on a été souvent plusieurs familles à faire ça et à aller bivouaquer quoi. Donc voilà, le bivouac c'était vraiment le point de départ. Et après on a essayé d'élargir, donc on a fait des aventures forcément à pied, en rando. On a fait des randos avec des ânes aussi, avec les gamins, c'est génial parce que ça leur fait un point d'animation qui va animer toute leur journée, donc ça c'est assez classe. On en a fait en vélo, sur un week-end au début, sur 2 jours dans la Carriole, et là on finit, on en fait encore cet été-là où on part faire le Danube à vélo pendant 15 jours. Donc maintenant ils pédalent tous les deux, voilà ça a bien évolué. On en a fait un canoë aussi, canoë bivouac, canoë tout court, mais canoë bivouac c'est le plus sympa. Ça, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être un Indien à camper sur le bord de la rivière, ça c'est génial. On en a fait comment aussi, donc rando bivouac. On en a fait en train aussi, ça compte aussi, mais on a aussi pas mal voyagé en train, on le fait toujours. Donc voilà, c'est un peu essayer, en van aussi, ouais, essayer de se balader en van et de dormir. Bon, ça c'est plus classique aussi, mais finalement ça donne aussi. Moi, mes parents m'ont vraiment inculqué ces valeurs de la nature là aussi parce qu'on a beaucoup voyagé en van. Et c'est pareil, on campe pas forcément dehors, mais on est quand même très très proche de la nature, quoi. Donc voilà, c'est assez varié en termes d'aventure, quoi. Le van, je trouve que c'est adapté à une première aventure, en tout cas avec des petits. Nous, on l'a fait à l'automne dernier dans le Pays Basque. Et c'était assez facile, je dois dire, et même très confortable, hein. Mais pour notre fils, au final, c'était un peu une introduction au camping, au bivouac, et ça lui a beaucoup plu, je pense, d'être dans le même univers tous les soirs, de retrouver son petit cocon, la couette, le machin, le truc, et en même temps de se réveiller dans des endroits où il y a personne, en pleine nature. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne alternative, même si c'est une certaine idée de l'aventure, mais c'est pas tout à fait l'aventure pour moi de partir en van. Mais bon, ça peut l'être quand même. Alors tu le disais, il y a plein de familles qui n'ont pas l'occasion de partir en nature comme ça, en pleine nature avec leurs enfants. Vous avez vraiment essayé dans cet ouvrage de faire quelque chose de très pratico-pratique, de nous donner toutes les clés pour que nous aussi on puisse se lancer et que ça nous impressionne pas. J'aurais aimé que tu reviennes un peu sur les bases d'une aventure réussie en famille. Comment est-ce qu'on s'y prépare ? Voilà, est-ce qu'il y a des choses indispensables à avoir ? Parce que là encore, tu le disais, un enfant finalement il peut voyager avec beaucoup moins de choses que ce qu'on imagine, et j'imagine que c'est un peu pareil, parce que si on va chez Decathlon dans les rayons
aventure bivouac, outdoor ou je ne sais quoi, il y a des tonnes et des tonnes d'accessoires. Donc comment est-ce que on ne se laisse pas non plus complètement dépasser par ça? L'idée c'est pas de partir avec un énorme sac à dos. Voilà, si tu peux nous faire un peu la checklist de ce qu'il faudrait avoir pour partir à l'aventure, disons, pour bivouaquer, ça me semble assez commun comme aventure. Alors effectivement, je pense que la première règle déjà, c'est de pas oublier ses enfants. En fait, c'est souvent un réflexe, mais quand on dit on veut faire un week-end en aventure, on dit bah tiens, je vais faire garder mes enfants. C'est un peu la solution de facilité, et donc c'est vraiment de s'imposer, de se dire bah on va essayer de le faire avec nos enfants quoi. Et après, en termes de préparation, déjà, je pense que c'est l'itinéraire. Déjà, regarder où on va, regarder l'accessibilité, la facilité d'accès, les dangers éventuels qu'il peut y avoir, et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire faire à nos enfants. Moi, je pars du principe qu'il faut qu'on sorte de notre confort, mais aussi du confort des enfants. À tout âge et de se permettre des fois de prendre aussi quelques petits risques, en tout cas entre guillemets. C'est ce qui va aussi leur laisser des souvenirs, c'est ce qui va aussi nous laisser des souvenirs. Donc moi je regarde plutôt ça. Après il y a danger et danger hein, évidemment. Là il y a une petite rando toute simple que tout le monde fait le week-end, qui est les crêtes du Verrier là. En vrai les crêtes du Verrier, quand tu vois ton enfant courir devant toi sur le flanc de la falaise, même si le chemin est large et que tout va bien, en fait il suffirait qu'il fasse un petit saut sur la droite pour qu'il fasse 200 mètres de chute. Donc en fait il y a toujours une petite boule au ventre de laisser ses enfants crapahuter comme ça dans certains environnements. Mais à la fois, il faut aussi leur faire découvrir les choses et ne pas être tout le temps surprotecteur. Donc moi, je pars du principe qu'il faut pas les surprotéger tout en ayant une certaine maîtrise, quoi. Donc c'est un petit équilibre à trouver, comme sur une arête, quoi. Il faut trouver un peu cet équilibre-là. Donc voilà, préparer l'itinéraire, savoir où on va, connaître les dangers, et puis après les laisser faire. Ça c'est aussi une règle. C'est pas vraiment dans la préparation, mais c'est plus dans la réalisation de l'aventure. Les laisser jouer librement, c'est-à-dire ne pas forcément prévoir de leur emmener des jouets dans tous les sens. On se dit il faut absolument leur emmener un coloriage, leur emmener des petites voitures, des choses comme ça. Je pense que si on leur prend leur doudou, qui est peut-être l'accessoire essentiel à avoir, derrière, eux, ils vont faire leur vie avec tout ce qu'ils vont trouver dehors. Nous, notre fils, même notre fille, ils ont toujours collectionné l'ensemble des petits bouts de bois, des petits cailloux, des petites choses qu'ils trouvent par terre, jouer dans la terre. Enfin, on a retrouvé notre fils jouer dans les épines de pin en pleine forêt, assis par terre, il s'en mettait partout. Et en fait, il s'est jamais autant amusé que ça, quoi. Et on lui aurait mis une petite voiture, ça lui aurait amusé 10 minutes, mais après, il aurait changé, quoi. Donc, en fait, c'est les laisser jouer, les laisser un peu explorer et se développer eux-mêmes. En vrai, c'est pour ça que dans les écoles Montessori ou dans les écoles de la nature, comme ici au Luciole, à Annecy, c'est vraiment la découverte et l'apprentissage par la nature qui forge vraiment les enfants, quoi. Donc, moi, je pense vraiment que ça, c'est important. Après, faut trouver des itinéraires ludiques. En fait, les enfants, ce qui les intéresse, c'est pas le paysage au sommet de la montagne. Malheureusement, ça c'est plutôt pour les adultes. Mais il faut arriver à trouver la petite carotte qui va leur donner envie d'avancer, quoi. Donc, est-ce que c'est le repas au refuge, c'est l'animal qui va être avec eux, si vous avez un chien, ou s'il y a un âne, ou s'il y a d'autres petits animaux, les animaux sauvages, forcément. Moi, j'adore pister ou en tout cas observer les animaux à la jumelle, en photo, etc. À chaque fois qu'on va en montagne, on regarde les petites crottes, on regarde les traces, etc. Ça les passionne vraiment. Les copains, ça c'est quelque chose. Y aller avec des copains, des enfants, quoi. Donc quand on y va nous à plusieurs familles, on n'entend pas les enfants de toute la rando, quoi. Donc ils peuvent marcher, faire du vélo, faire ce qu'ils veulent. Et en fait, ils sont que en train de jouer et c'est presque comme des animaux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà marché avec un chien. Le chien il fait les allers-retours. Quand les enfants sont ensemble, c'est pareil. Ils courent, ils jouent, ils voient pas le temps passer. Donc ça c'est essentiel. Après, en plus en termes de préparation de matos, l'essentiel c'est d'avoir déjà des bonnes chaussures, en fonction de l'aventure que vous allez faire, un rando, vélo ou canoë, c'est d'être quand même bien chaussé et un peu passe-partout. C'est pas la peine d'aller chez Decathlon et de dévaliser le rayon, hein. En vrai, une bonne chaussure de sport, hein, même si c'est pas une chaussure de montagne, ça marche très bien. Même si elle est pas imperméable, c'est pas grave. En gros, souvent les enfants dans tous les cas ils vont se mouiller les pieds. Ça séchera plus vite si c'est pas imperméable, souvent d'ailleurs. Un bon sac à dos pour se charger et quand même avoir suffisamment d'affaires pour passer la nuit ou en tout cas voyager et passer plusieurs jours.
Ce qui est important, c'est d'avoir à manger aussi. Les enfants, ils adorent manger. Nous, on adore manger aussi dans la famille, donc même les adultes, dans tous les cas, on aime bien, on est très gourmands. Par contre, les enfants, dès qu'ils sont un peu dans l'aventure et dans l'action, ils ont très rapidement soif, faim, ils ont envie de grignoter des petites sucreries. Quand ils ont un petit coup de mou, des petits bonbons, des petites choses comme ça. Je pense là où on mange le plus de bonbons, donc c'est quand même dans ces moments-là, on essaye d'éviter à la maison, mais par contre, quand on est dehors, on sait que ça leur fait plaisir. Donc voilà, d'avoir des petites choses pour les faire avancer comme ça, les motiver, c'est des petites choses gourmandes, et surtout pour les repas, les pique-niques, très gourmands, le soir au refuge aussi ou en bivouac, d'arriver à avoir des choses gourmandes. Une fois, je leur ai fait faire une petite aventure. Juste, on a voulu aller faire un feu un midi. Ils voulaient manger dehors, faire un petit feu. On est allé dans un endroit un peu en montagne. On a fait un petit feu et tout. Et par contre, je leur ai dit, j'ai rien à manger. J'ai fait un lyophilisé, quoi. Bon, ils ont pas voulu le manger. C'était horrible. Et c'était dégueulasse. Même moi, j'ai pas trop mangé. Donc en fait, éviter ce genre de trucs-là et puis avoir des vraies choses à manger, même si c'est un peu plus lourd des fois, d'avoir des trucs un peu plus gourmands, c'est pas mal. Voilà, donc bonnes chaussures, bon sac à dos à manger, et après voilà, il y a pas besoin de grand chose de plus, quoi. Il y a pas besoin d'avoir des habits. Nous, notre fils, il est toujours en jogging tout le temps, et c'est un jogging tout pourri. C'est pas grave, de toute façon, il est fait pour se pourrir là-bas, et donc il va marcher en montagne, il va se mettre par terre dans la boue, et c'est pas grave. Donc il y a pas besoin d'avoir des affaires trop techniques. Là où ça se complique, c'est quand on fait des choses un peu plus en altitude, dans le froid, où là il faut quand même des vestes imperméables, des doudounes assez chaudes. Je pourrais vous raconter une anecdote sur une aventure où on a eu assez froid, on a eu des petites galères comme ça, mais voilà, il faut être équipé quand même pour se frotter des fois quand on part plusieurs jours à des météos un peu plus difficiles, quoi. Donc, on l'a compris, on n'a pas besoin finalement de grand-chose. L'idée, c'est de s'amuser aussi avec ce qu'on a. Et je suis assez d'accord avec toi. En fait, les enfants, une fois qu'ils sont en pleine nature comme ça, ils observent tout. Et puis, on observe avec eux et ça passe. Le temps passe très vite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit, oulala, une grande randonnée, ça va être long. Et en fait, on voit pas le temps passer. Est-ce que tu as, toi, un itinéraire que tu recommandes assez facilement, tu vois, les yeux fermés, à tes potes qui sont complètement débutantes dans ce monde de l'aventure en famille? Est-ce que tu as un itinéraire où tu sais que ça va bien se passer, ils vont kiffer et surtout ça va leur donner envie de réitérer? Alors j'en ai plein. En vrai, moi ce que je conseille souvent pour une première aventure, c'est d'aller simplement dormir dehors. Mais que ce soit pas très loin de sa voiture, c'est pas grave. L'idée, c'est de dormir dehors. C'est le premier qu'on a fait nous, et c'est souvent ce que je conseille. Donc là, j'ai plein d'idées, mais ça dépend où vous habitez. Mais peut-être que là où on a fait notre premier bivouac dans les Écrins, c'est un tout petit lac qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais ça me reviendra, mais qui se trouve juste en face de la Grave, au-dessus du Châtellerault. Un tout petit lac tout perdu, et en fait il suffit de monter là-haut et de se garer. On marche 10 minutes, on pose sa tente au bord du lac. Il y a même une petite buvette si vraiment on est en galère et qu'on n'a pas envie d'amener à manger. Il y a une petite buvette pour le midi, etc. On peut y manger. Et ça c'est assez chouette. C'est le lac du Pontet. Voilà, ça c'est le lac du Pontet. Donc très beau lac. Après moi il y a un itinéraire que j'aime bien, et si on veut un peu plus de confort pour commencer, c'est le refuge. Donc aller dormir en refuge. Si on reste dans la même zone là-bas dans les Écrins, et j'aime beaucoup les Écrins parce que c'est un massif de montagne qui est très sauvage, contrairement à d'autres massifs peut-être plus vers Annecy ici, où on a tout le temps beaucoup de stations de ski. Dans les Écrins, on a beaucoup moins de stations et on est tout de suite dans un parc naturel. Et là-bas, il y a un refuge c'est le refuge du Châtellerault, et qui se trouve vraiment perdu au fond d'une vallée. Quand on monte là-haut, on a une petite demi-journée de marche. Très facile, ça monte un peu raide au début, mais après ça déroule assez plat une fois qu'on est sur un petit plateau. Et en fait, on voit des animaux dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire qu'on se balade au milieu des marmottes. Honnêtement, j'ai des vidéos où ma fille, elle est devant un trou de marmotte et la marmotte sort entre toi et moi, quoi. Donc là, il y a 1 mètre, pour ceux qui ne nous voient pas. Du coup, on peut presque toucher les marmottes. Donc les enfants sont comme des fous. Ils se mettent à l'affût de la marmotte. Elle sort sa truffe. Hop, d'un coup, ils se regardent et après, elle se renfonce dans son trou. Donc ça les a motivés à marcher. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. Notre petit là, il était avec nous, on le portait, donc il marchait pas encore assez bien pour marcher, donc c'est faisable aussi pour les parents. On peut porter un enfant facilement sur ce type de rando là, et en fait on arrive au refuge. Et l'avantage de ce refuge-là, c'est qu'il est très confort, quoi. C'est un refuge, c'est pas des grands dortoirs où finalement on se retrouve avec tous les autres. On est un peu plus dans des chambres de 4 ou 5. Et donc nous, on était 4 dans notre chambre. Donc on a notre petite chambre privée, petit confort. Notre enfant, s'il pleure, c'est pas grave. Bon, c'est quand même un peu moins gênant. On se sent moins gêné pour les autres. C'est assez chouette.
Et en plus, c'est assez bien fait pour les enfants, quoi. Il y a des jeux, il y a des bouquins, des BD, voilà. Il y a plein d'animaux autour du refuge, des chèvres, des chiens, des ânes. Et en fait, ils peuvent aller voir les animaux. Et en fait, c'est hyper ludique pour eux, hyper confortable. Et après, si on veut le lendemain continuer un peu l'aventure, on peut continuer la rando et on peut toucher un glacier en fait qui se finit un petit peu au-dessus du refuge et qui tombe dans un lac. Donc on peut aller toucher le glacier du doigt. Donc c'était un peu c'est dans l'aventure, dans le livre, c'est ce qu'on disait, c'est aller toucher un glacier du doigt. On peut le faire avec les enfants, c'est pas si long, ça rajoute quelques heures, peut-être 2 heures de marche le lendemain, et après il y a plus qu'à tout redescendre. Mais on peut faire ça aussi. Mais voilà, pour moi c'est aussi privilégier peut-être un peu de confort quand c'est une première et de se dire bah voilà, comme ça on emmène moins d'affaires, on n'a pas de duvet à emmener, pas de nourriture à emmener, on emmène des petits sacs, on est léger et on se focalise sur l'amusement et profiter de la nature là-haut, quoi. Ça me paraît effectivement être une bonne idée et pour le coup accessible à toutes et à tous. J'imagine qu'on peut facilement trouver des refuges dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, etc. et même sûrement dans d'autres endroits. Alors là, on a un peu parcouru les aventures pour les débutants, débutantes. Toi, dans ton ouvrage, il y a quand même des aventures un peu plus complexes, bivouac et canoë. Voilà, il y a vraiment de tout. Et l'idée, c'est d'aller piocher dans ce recueil de 42 aventures pour pouvoir trouver ce qui nous convient et ce qui correspond aussi à nos enfants. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin ou au début, je sais plus, mais tu fais un petit peu un récapitulatif selon l'âge de l'enfant, ce à quoi on peut s'attendre. Voilà, si on fait de la randonnée avec un enfant de 5 ans, de 8 ans, pareil pour le vélo, le canoë. Et je trouve que c'est un bon indicatif aussi, même si tous les enfants sont différents, il y a quand même tout simplement des conditions physiques qui leur sont assez propres selon leur âge. Et ça nous permet en tant que parents de pas voir trop haut non plus, de pas viser trop haut pour générer de la frustration, de la déception, parce que l'idée c'est quand même que tout le monde prenne du plaisir et donc de pas pousser son enfant, que ça reste agréable, quoi. L'idée c'est pas de les pousser au sommet d'une montagne inaccessible pour leurs petites jambes. Alors l'été approche, est-ce que tu as 2 ou 3 itinéraires, parce que je sais que t'as pas pu en choisir que 2, alors 3 itinéraires à nous recommander pour cet été? Et à chaque fois, si tu peux, tu vois, nous donner les petites conditions, si c'est plutôt pour une famille avec des enfants de tel ou tel âge, ce serait top. Alors oui, j'ai plein d'idées. Effectivement, ça a été dur de faire un choix. Alors déjà, juste pour te répondre au sujet de l'âge et de l'adaptation des aventures, effectivement, nous on s'est beaucoup cherché aussi. Donc on a testé des choses. On s'est rendu compte que des fois c'est un peu inaccessible et d'autres fois pas. C'est pour ça que finalement on a opté pour des choses très accessibles au début forcément, mais après on s'est rendu compte que le vélo, par exemple, dès tout petit, dès 2 ans, en fait c'est facile. Dès que le petit se tient dans une carriole, on peut faire des bornes et des bornes à vélo. De toute façon derrière, souvent il dort. Il râle pas trop, donc en fait ça dépend aussi des types d'itinéraires et de la longueur. C'est vrai que faire des étapes de 100 km à vélo avec un enfant dans la carriole, c'est compliqué. Par contre, on peut se permettre de faire des étapes de 50 km parce que voilà, vu qu'ils pédalent pas, on peut quand même faire la distance. Aujourd'hui, moi, on fait moins de kilomètres à vélo avec nos enfants qui pédalent qu'à l'époque quand ils étaient dans la carriole. Donc voilà, effectivement, tout s'adapte un petit peu. Il y a aussi des notions de sécurité. Faire du canoë avec un enfant en bas âge, c'est compliqué. Il faut quand même qu'il sache nager ou à minima qu'il sache un peu surnager ou flotter, quoi. Même s'ils ont des gilets. On fait pas non plus, nous on a fait du canoë déjà un peu plus tardivement pour qu'ils sachent un peu se débrouiller dans l'eau, quoi. Donc il y a peut-être des petites choses comme ça à vraiment faire gaffe, mais après dans le livre effectivement on a conseillé à partir d'eux en se disant voilà, entre la difficulté, la longueur, l'engagement, etc. Il y avait des âges qu'on pouvait conseiller. Après moi j'ai des potes qui ont fait des aventures avec des enfants plus petits, celles qu'on conseillait pour 6 ans, ils l'ont peut-être fait à 3 ans. Donc encore une fois c'est pas une règle immuable, mais ça donne une idée, quoi. Peut-être que moi la première que je voulais partager c'est j'ai le livre devant moi parce que comme ça vous pouvez entendre le bruit des pages, mais du coup on l'a appelé La tente et la pagaie. En fait on n'avait jamais fait ça à l'époque et on s'est dit qu'on aimerait bien, on a toujours rêvé de bivouaquer au bord d'une rivière. Et donc on est allé en Haute-Loire, donc c'est finalement la Loire, ce qu'on appelle la Loire sauvage. Encore, il n'y a pas encore de barrage vraiment sur la Loire et elle est vraiment encore libre et toute petite. C'est pas la Loire qu'on connaît plus haut au-dessus de Lyon. Hein, c'est vraiment une Loire avec des rapides, avec des méandres, etc. qui est hyper belle. Il y a très peu d'habitations et en fait on s'est dit est-ce qu'on peut là-haut essayer de trouver une zone pas trop technique pour les enfants quand même et suffisamment intéressante et pas trop fatigante non plus parce que quand
je sais pas si vous avez déjà fait du canoë dans la vraie Loire, la Grande Loire, un peu plus bas, mais ça avance pas très vite. Il faut beaucoup pagayer, c'est très monotone. Là, par contre, c'était très ludique. Donc, c'est un itinéraire assez ludique. Ça part de Bar-en-Basset, qui est vraiment en fait, c'est vers, c'est dans la Haute-Loire. Ça s'appelle la Haute-Loire. Et là-haut, en fait, on a trouvé un centre de canoë qui nous a prêté des canoës et surtout qui nous a indiqué des spots pour bivouaquer. Donc, en fait, en partant de là, ils nous ont dit, laissez votre voiture là. Nous, on vous emmène avec vos affaires, vos bidons remplis de tentes, etc., un peu plus en amont de la rivière. Vous naviguez, on vous indique 2-3 endroits à peu près au milieu pour, à vous de choisir après celui qui vous convient le mieux pour vous arrêter et bivouaquer. Il se trouve qu'on avait trouvé aussi un traiteur là-haut qui nous avait été conseillé, qui nous a fait nos pique-niques et nos repas pour le soir. Donc en fait, ils nous ont fait un repas à base de produits locaux, zéro déchet, on avait des petits bocaux, etc. Enfin des trucs super bons. Et on avait tout commandé pour justement pas trop se prendre la tête aussi. On s'est dit c'est facile, vu qu'on sait pas trop ce qu'on peut charger dans le bidon. On avait 2 canoës, on était 4, donc on était 2 sur chaque canoë. Chacun avec un enfant et voilà, on a fait notre petite aventure. C'était hyper ludique et en fait pour agrémenter le tout, on est aussi allé avec un AMM, un guide accompagnateur en montagne, enfin accompagnateur nature quoi, qui nous a la première journée en tout cas montré les plantes sauvages comestibles. Donc on a vachement agrémenté aussi la balade avec des plantes sauvages. Donc toute la journée, en tout cas surtout toute la matinée, il nous a montré à chaque arrêt, on allait voir cueillir des petites plantes qu'on pouvait agrémenter dans le sandwich ou le soir au repas qu'on gardait. Il nous a même montré la saponaire, qui est une petite plante qui permet de se laver les mains en fait quand on est sur le bord de la rivière, comme ça on se frotte, ça fait de la mousse et ça nettoie, ça fait comme il y a de la saponite dedans quoi. Ça permet de se laver les mains. Donc hyper intéressant aussi même pour les enfants de découvrir, de goûter des petites choses comme ça, des petites plantes sur lesquelles on marche habituellement et en fait là on pouvait les manger. Donc voilà, jusqu'au moment où on a posé la tente, donc on s'est trouvé ce petit coin, le guide est parti, nous on a fait notre petit bivouac, notre petit feu au bord de la rivière. On fait toujours attention à faire un feu, hein. D'ailleurs on a mis des petits conseils dans le livre pour faire correctement un feu, pour pas foutre le feu à la forêt. Et voilà, donc on a bivouaqué sur nos petits galets. Alors c'est pas le truc le plus confortable, mais par contre c'est assez magique d'avoir le petit bruit de la rivière qui coule toute la nuit. Donc très très sympathique. Et le lendemain, pareil, fin d'aventure sur le canoë où on était seul, il y avait pas de guide non plus. Et on a pêché un peu au bord de la rivière. On s'est arrêté 2-3 fois pour pique-niquer aussi, faire des petits goûters. Et voilà, donc on est arrivé à la fin. Donc en gros, on a fait un départ à peu près de Bar-en-Basset jusqu'à Aurec-sur-Loire. Je vous le conseille vraiment, surtout que la zone finalement de location de canoë, elle est vraiment au milieu, donc c'est assez pratique. Il est très arrangeant aussi pour venir vous chercher, vous déposer, donc c'est vraiment cool. Voilà. Petite anecdote là-dessus, il y a un gros rapide à passer quand même, donc il faut faire attention. C'est un rapide qui nous a fait un peu flipper pour le coup. On était un peu en panique en arrivant sur le truc, donc en gros il est noté, il nous avait été indiqué, donc il faut bien penser à s'arrêter en amont. Et on a fait une chose très facile, c'est que on pensait pas le passer avec les enfants, donc on a déposé les enfants avant, en amont du truc sur un caillou, en amont du rapide, et on a jeté les canoës. Donc en fait, on jette les canoës dans la rivière, quelqu'un qui descend en bas et qui les récupère parce qu'après en bas c'est plutôt plat et ça passe bien. Et en fait, il suffit juste de jeter le canoë dans le gros rapide. Alors pour ceux qui sont plus aventureux, moi je l'ai fait dessus. Par exemple, je suis passé avec tout seul sur le canoë, ça fait des bonnes sensations et c'est pas si dangereux que ça. Par contre, on pensait pas le faire avec les enfants, donc. Et en arrivant en bas de ce rapide, en reprenant les enfants dans le canoë, en fait, on a eu la drôle de surprise de voir une couleuvre vipérine passer sous nos pieds dans l'eau, au bord du caillou, quand nos enfants sont montés dans le canoë. Gros coup de flip à ce moment-là, parce qu'en vrai, c'est une couleuvre vipérine, c'est ça. Hein, c'est pas une vipère, ça ressemble à une vipère, mais c'est comme c'est dans l'eau, ça nage et ça mange des petits poissons. Et en fait, elle avait chopé un poisson devant nous, sous le canoë, quoi. Donc là, on était là, oh là là, la panique et tout. Les enfants s'en souviennent encore, quoi. Alors, en vrai, il y avait rien à craindre, c'était une couleuvre, hein, ça mord pas. Enfin, en tout cas, ça c'est pas venimeux. Mais voilà, c'était une belle anecdote de ce truc-là, quoi. Alors, on a une autre aventure de l'autre côté de la France. Alors, il faut savoir que dans le livre, on a 42 aventures. Nous, on en a fait une trentaine. On les a pas toutes fait, on a un peu triché. On s'est finalement fait un peu aider par des copains, par des contacts qu'on avait dans le milieu de l'aventure, parce qu'on a aussi pas mal écrit pour des médias comme Chiloé. Et en fait, on avait rencontré pas mal de gens un peu qui faisaient là aussi de l'aventure en famille. Et vu que nous, on couvrait pas toute la France, on était quand même plutôt orienté sud-est. Alors, on en a fait dans l'ouest et un peu ailleurs, et notamment celle-ci, là, à vélo, dont je vais vous parler, qui est sur la côte atlantique. Mais du coup, on s'est fait, on est allé chercher d'autres petites aventures plutôt dans le nord, plutôt en Bretagne et tout, pour en avoir une dizaine qui couvrent un peu le reste de la France, quoi. Et donc celle-ci, c'est des Sables d'Olonne à Rochefort à vélo.
Donc c'est ce qu'on appelle la Vélodyssée, c'est une voie cyclable qui fait toute la côte atlantique depuis la Bretagne jusqu'à Biarritz. Et donc ça, c'était assez rigolo parce qu'on avait déjà fait des petits week-ends à vélo, mais on n'avait jamais fait d'aussi longue aventure à vélo. Donc là, ça nous avait pris un peu plus de 10 jours, je crois, à vélo. Et donc on est parti des Sables d'Olonne. On a choisi cet itinéraire-là parce que pour nous c'était le plus accessible en termes de dénivelé, de longueur d'étape, et surtout qui était assez varié parce que en fait, au lieu de descendre simplement des Sables d'Olonne à Rochefort, qui pourrait se faire assez rapidement, on a décidé de passer aussi par l'île de Ré et l'île d'Oléron, qui sont très accessibles à vélo parce qu'on peut prendre le pont ou des bacs qui permettent de traverser, quoi. Donc ça, c'était hyper chouette. C'était la première fois que nos deux petits pédalaient. Avant, ils étaient plutôt en carriole. Cette fois, ils pédalaient tous les deux. Donc en fait, le petit, lui, il avait un follow me. Qui est un peu galère, on l'a évoqué un peu tout à l'heure entre nous, mais en vrai voilà, le follow me, on a pas mal galéré sur les réglages au début, c'était un peu chiant, donc du coup voilà, ça basculait, il était tout le temps penché, difficile de le tenir bien, mais finalement au bout d'un moment on a réussi à le régler et on a pu nous faire nos kilomètres, je crois qu'on a fait quasiment 400 bornes au total sur les 15 jours. Moi j'avais une carriole dans laquelle je mettais aussi pas mal d'affaires, en gros on avait une grosse carriole plate, j'avais mis des gros sacs de voyage dessus, j'avais même mis un bodyboard dessus pour qu'on puisse s'amuser dans les vagues et tout, parce que l'avantage c'est que cette voie cyclable elle suit la plage, enfin elle suit la côte tout le temps, quoi. Donc il y a tout le temps des belles plages, il y a aussi beaucoup de marais au début, donc il y a beaucoup de petits chemins sur pilotis en bois qui serpentent dans les marais. Donc c'est vraiment agréable. Il y a un peu plus de monde parce que nous on l'a fait en été en tout cas, donc forcément les campings, les plages il y a plus de monde, donc voilà, c'est un peu plus fréquenté. Il faut penser à réserver ses campings, c'est pas mal. On a eu quelques frayeurs. Mais on arrive rapidement à La Rochelle. La Rochelle, c'est hyper joli. C'est un petit havre finalement de paix. Après toutes ces balades à vélo dans ces étendues un peu désertes, on arrive là. Il y a un peu, voilà, on peut manger un petit truc de frites. C'était très agréable pour les enfants. Il y a une grande roue. On peut faire un tour de grande roue. Il y a des beaux couchers de soleil. Donc c'est assez chouette, et surtout c'est de là qu'on a pris le bateau pour aller à l'île de Ré. Donc en fait tu peux prendre le pont aussi pour aller à l'île de Ré, c'est un peu plus, il y a plus de circulation. Nous on a décidé de prendre le bateau aussi pour le côté sympa de naviguer un peu. Et l'arrivée sur l'île de Ré en bateau était géniale, et t'arrives dans un petit port assez magnifique. On a installé le campement dans le camping du village, et en fait faire le tour de l'île à vélo, c'est vraiment fait pour ça, quoi. L'île de Ré, elle est faite pour le vélo. En été, il y a un peu de monde aussi, mais globalement, ça se fait très bien. On va acheter du sel, il y a plein de salines partout. On va manger des huîtres aussi. Enfin, les adultes, les enfants sont moins fans, globalement. On est allé jusqu'au phare, et après, du coup, une fois qu'on a fait ça, on est retourné à La Rochelle. Donc on a fait l'île de Ré, on est retourné à La Rochelle. On a repris le bateau pour aller à l'île d'Oléron. Et sur l'île d'Oléron, là c'est pareil, on n'a pas fait le tour cette fois, mais on a plutôt profité on est parti, on a rayonné finalement, on a trouvé un camping un peu au milieu, et après on a fait en étoile pour trouver des belles plages, pour trouver des petits marais ou des marais salants un peu intéressants. Et voilà, on s'est baladé, c'est trop beau sur l'île d'Oléron. Il y a beaucoup de constructions et des petites baraques colorées, donc dans ces petites salines. Donc voilà, on a fait un peu de barque, donc c'était très chouette. On peut faire du surf aussi. Donc nous on avait emmené le bodyboard pour surfer un peu dans les petites vagues avec les enfants, ou pour moi aussi, mais du coup ça permettait de s'occuper un petit peu, de pas faire que du vélo non plus. En fait, sur 2 semaines comme ça, l'itinéraire est assez long, donc on avait vraiment envie de trouver des escapades, des moments où on faisait autre chose, quoi. Donc voilà, faire du bateau, faire de la barque, faire du surf, faire juste de la plage et se poser, c'est très cool, et pas faire que du vélo. Et finalement, on est revenu de l'île d'Oléron jusqu'à Marennes. Donc là, pour le coup, c'était le paradis de l'huître, pour les adultes. On est allé vraiment au milieu des producteurs se faire des huîtres pour nous. Et les enfants ont mangé autre chose, ont mangé des frites probablement, mais ça leur fait plaisir aussi. Et on est remonté à Rochefort, et là il y a vraiment un des clous du spectacle finalement de cet itinéraire là, c'est qu'à Rochefort il y a un pont suspendu qui est assez fou en fait. C'est une nacelle qui est suspendue au-dessus de la Charente, et en fait c'est un pont qui a presque plus de 100 ans, hein, et en fait ça traverse, on monte sur cette passerelle, et la passerelle traverse sur des câbles en fait, et elle traverse la Charente, c'est hyper beau. Donc les enfants étaient fous aussi, donc l'arrivée après à Rochefort se fait hyper bien, et voilà, donc après on prend le train pour retourner chercher nos affaires, notre voiture.
Mais c'était vraiment un itinéraire très ludique, très varié. Il faut pas le faire quand il fait trop chaud. Dans les marais, il y a pas trop d'ombre. Donc nous, on était sur une période où il y avait des bonnes canicules. On avait du mal à trouver de l'ombre. Donc il y a des étapes de 30, 40. On en a une de 50 km qui était un peu plus longue. Donc là, il y en a eu. On a vraiment eu chaud. C'était un peu dur, mais voilà, ça fait partie aussi des souvenirs. Hein. Les enfants s'en souviennent encore. Et voilà, comme je disais, il faut sortir de son confort des fois pour se faire plaisir. Et ça fait partie des belles aventures qu'on a fait à vélo. Et ce qui est bien, je trouve, dans cette aventure, c'est déjà de proposer un itinéraire sur 15 jours. Donc ça permet vraiment d'envisager ses vacances autour de l'aventure, tout en ayant, comme tu le disais très justement, des alternatives aussi pour que les enfants et même les adultes n'aient pas l'impression de faire que du vélo, et donc que ce soit pas non plus trop monotone, parce que je pense que c'est un peu la clé, c'est de jouer avec cet équilibre aventure et en même temps voilà, satisfaction d'être à la plage, de jouer dans les vagues, d'aller chercher une glace, des plaisirs un peu plus simples, et cet itinéraire là il me semble assez judicieux pour ça. Je voyais dans les petits conseils que c'est écrit accessible aux enfants à partir de 1 an s'ils sont à bord d'une petite carriole remorque, ou sinon vous préconisez plutôt 7 ans en autonomie, avec ce système là où on peut accrocher le vélo à celui d'un parent, mais c'est vrai que ça, c'est un itinéraire qui me donne bien envie, avec des coins quand même absolument magnifiques, et plutôt tourné côté océan cette fois-ci, donc ça change aussi de la montagne. T'avais une dernière aventure à nous partager. L'avantage de celle-ci, c'est que, en fait, c'est pas forcément on va pas combiner 2 activités vraiment ensemble, mais on va les faire l'une après l'autre, quoi. Donc, en fait, on a découvert un spot de bivouac, qu'on a donné dans ce livre. Alors, c'est pas souvent qu'on donne nos spots secrets de bivouac. Celui-là, il est assez chouette parce il surplombe finalement Chambéry, Aix-les-Bains et le lac du Bourget. Donc, il se trouve au Revard, au Mont Revard. Donc, le Revard, c'est un super point de vue au-dessus du lac sur lequel on peut monter en voiture. Et de là-haut, finalement, en se garant à un endroit qu'on indique, alors on donne pas exactement le point GPS, faut faire un peu de recherche, mais ça fait partie de l'aventure des parents aussi, d'aller faire un peu de recherche. Et en fait, en marchant 10 minutes, on a un spot qui donne dans une trouée de sapins et qui permet de voir le lac. Donc il y a un coucher de soleil incroyable là sur le lac. On peut faire, en faisant un petit peu attention à l'environnement, on peut faire un petit feu de camp. Il y a déjà des gens voilà, c'est assez facile à trouver. Il y a déjà des zones pour faire du feu de camp, etc. Donc c'est vraiment agréable. Donc là, nous on commence par ça, on commence par faire ce petit bivouac là. Il faut savoir que dans cette falaise-là, au Revard, il y a des aigles royaux qui nichent. Donc c'est assez commun de les voir passer. Et je sais pas si vous avez déjà vu un aigle royal passer, mais c'est immense. Ça fait du bruit tellement c'est gros, et quand ça plane. Et nous, en se levant le matin, on les a vus passer devant nous. Donc on s'est levé, on était que 2 réveillés, tout le monde n'était pas réveillé. Il y avait un enfant, et on était 2 adultes réveillés, on était 2 familles. Et en se levant, voilà, on lève les yeux, on regarde le lac, et d'un coup on voit un énorme oiseau passer devant nous, mais vraiment à 10 mètres, quoi, parce qu'on est à côté de la falaise. Et ça, c'était une sensation incroyable, quoi. Voir un oiseau comme ça passer, c'était fou. Donc voilà, ça c'était le premier côté un peu bivouac, avec une vue incroyable, le coucher et le lever de soleil. Et en fait, le lendemain, on descend au bord du lac du Bourget, et notre spot là pour aller faire du paddle. Donc le paddle, vous savez, c'est une petite planche sur laquelle on se met debout et on pagaie. On aime bien faire ça dans les lacs et des fois dans des rivières. Mais en fait, là, il y a un spot qui s'appelle le canal de Chanaz, ça s'écrit Chanaz. C'est à l'extrémité finalement au nord du lac. Donc il y a un petit peu de route. Alors ça, c'est pas une aventure décarbonée. On est obligé de prendre un peu la voiture, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. On se gare à Chana, et à Chana, on met le paddle à l'eau, où on peut louer, je sais pas, on peut louer un canoë. Si on n'a pas de paddle, on peut louer des paddles là-bas. Et en fait, on remonte ce canal qui rejoint finalement le Rhône et le lac. Donc en fait, c'est vraiment un canal qui est entre les deux, et qui a très peu de courant. Donc il y a quelques péniches qui passent, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Donc c'est assez agréable de pagayer là-dedans. Et on est un peu à l'abri des arbres. Donc en fait, même s'il fait très chaud, on est un peu à l'ombre. Ça zigzague comme ça, un peu dans les forêts. Donc c'est un canal qui est très posé. On peut se baigner à plein d'endroits. Il y a plein d'endroits avec des cordes qui pendouillent au-dessus des arbres pour aller se jeter et se pendouiller au-dessus et se jeter dans l'eau. Donc c'est hyper chouette. Il y a un peu de monde, mais globalement on se marche pas dessus, donc ça reste très calme. Et surtout, en fait, quand on a fini ce canal, alors je crois que ça fait je crois qu'il y a il doit y avoir 5 km, je me rappelle pas exactement du nombre de kilomètres dans le canal, mais ça va assez vite.
Et en fait, quand on débouche sur le lac, ça aussi c'est un moment assez magique, c'est-à-dire que le canal s'élargit, on commence à avoir des roseaux. Et d'un coup, la vue s'élargit sur les montagnes et sur le lac du Bourget, avec l'abbaye Hautecombe qui est juste à côté. Enfin, on la voit, c'est un énorme bâtiment ancien avec une tour, etc. Enfin, c'est magnifique. Et si on veut même pousser un peu plus loin, on peut continuer à pagayer, à naviguer le long du lac. On peut même aller jusqu'à un petit village à côté où il y a un petit resto si on veut manger au resto et pas avoir à pique-niquer. Nous, on a pique-niqué, mais voilà, tout est possible. Il y a plein de petites plages à arriver dans le lac pour se poser. C'est très agréable. Et après, il faut revenir. Donc, il faut le faire en aller-retour. Il faut prévoir effectivement d'avoir un peu la forme pour pagayer. Hein, mais comme il n'y a pas de courant, finalement, c'est pas gênant de remonter. C'est pas plus dur. Et l'eau est transparente. Enfin, vraiment, c'était une aventure qui nous a marqué parce que on passe une nuit dehors. Le lendemain, on va naviguer sur le lac et la rivière qu'on voit d'en haut du bivouac. Et ça permet de combiner deux activités sans forcément beaucoup de matos parce que finalement, on peut aussi louer notre matos pour naviguer directement dans le canal, quoi. Chouette, bon ça donne envie, hein. On a juste envie que ce soit les vacances pour pouvoir partir à l'aventure. Franchement c'est très chouette, merci beaucoup Thibaut. Alors avant qu'on termine cet épisode, il me reste 2 petites questions, toujours avec cette volonté de permettre à celles et ceux qui nous écoutent de partir à l'aventure facilement. La première c'est, est-ce que tu as une application ou une ou 2 applications, il y en a plusieurs dans le livre, hein, qui sont recommandées, mais voilà, quelque chose, une appli qui te semble toi indispensable quand on veut partir à l'aventure, quelque chose de tout simple, un petit conseil comme ça. Alors encore une fois, ça va être très dur de t'en donner qu'un. Alors déjà, il y a une chose que je voulais préciser, c'est que nous, on essaye d'utiliser le moins possible le téléphone quand on est dehors, à la maison aussi, mais ça, c'est maintenant que les ados sont là, enfin maintenant que notre ado est là, c'est compliqué. Mais par contre, on se bat vraiment pour qu'elle utilise le moins possible. C'est très compliqué. Tous les parents, je pense, sont au courant de ça. Les écrans, c'est compliqué, mais par contre, il y a quand même certaines applications qu'on aime bien utiliser dehors, qui nous servent finalement à mieux découvrir la nature. La première, c'est un logiciel de cartographie. Je pense pour préparer une aventure, c'est essentiel. Il y en a plein. Nous, on utilise FatMap, qui permet d'avoir aussi la visualisation 3D finalement de la montagne pour voir à peu près les pentes, etc. Se rendre compte vraiment de la difficulté. Ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne sait pas bien lire une carte. Donc là, ça permet vraiment de voir un peu les dénivelés facilement. Il y a Komoot aussi qui marche très bien pour le vélo, qui est plutôt adapté pour les itinéraires à vélo. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les applications qui permettent de découvrir ou de mieux appréhender certains aspects de la nature. Reconnaître des plantes. En fait, aujourd'hui, les gamins, ils savent mieux reconnaître des logos de chaussures que des plantes. Hein, et malheureusement, on est obligé d'avoir des petits livres. Nous, on a des tout petits bouquins pour faire ça, mais aussi une application qui permet de scanner rapidement la plante et de pouvoir nous dire ce que c'est. Donc moi, j'utilise Seek ou PlanteNet. Voilà, c'est 2 applications qui marchent très bien pour ça. Et après, moi, j'ai une application pour les sommets. Bon, ça, c'est plus pour les adultes, mais j'aime beaucoup voir le nom des sommets. Ça, bon, les enfants s'en foutent en vrai. Hein. Mais par contre, c'est les adultes, c'est pas mal. Et par contre, la dernière dans laquelle j'aime bien, enfin les 2 dernières, par contre, c'est celle pour voir les étoiles la nuit quand on est au bivouac. Donc moi, j'ai Night Sky qui permet de regarder et de mettre son téléphone en réalité augmentée et de voir le nom des différentes étoiles, constellations, etc. Donc ça marche hyper bien. Surtout que c'est calibré, c'est connecté aussi aux différents événements qui peuvent se passer en astronomie. Donc quand il y a une comète qui passe, quand il y a, je sais pas, là il y a quelques jours il y avait des aurores boréales, c'était aussi indiqué vers où il fallait regarder. Donc c'est assez bien fait pour ça. Donc Night Sky, et la dernière après c'est Merlin pour les oiseaux. Donc ça c'est pour reconnaître le chant des oiseaux. Ça c'est aussi quelque chose que on faisait pas jusqu'à pas très longtemps. On adore les oiseaux, on en a plein de jardins, on aime bien les observer et en fait les écouter. On se rend compte qu'il y a une variété d'oiseaux dans les endroits où on se trouve qui est assez folle et c'est une application qui est bluffante. Moi j'en avais une autre qui marchait pas avant, mais Merlin Bird ça s'appelle. C'est hyper puissant et ça reconnaît tout de suite les différents chants d'oiseaux en même temps. Enfin bref, ça je le conseille beaucoup aussi pour les enfants et puis pour les adultes aussi. À savoir que ça c'est les applications. Après nous les bouquins, on aime bien. Nos enfants ils ont des petits bouquins de poche qui sont tout petits dans un tout petit format et qui permettent de reconnaître les traces d'animaux, les crottes d'animaux, les plantes aussi d'ailleurs, les plantes comestibles, les nuages même aussi. Enfin voilà, c'est des petits trucs qu'on emmène avec nous des fois pour agrémenter les balades quoi.
Je connaissais pas Merlin Bird, mais parce que on a une application aussi, mais on était un peu déçus. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était assez décevant pour écouter les oiseaux alors qu'on adore. Et donc je note Merlin Bird de suite. Et enfin, pour finir cet épisode, si tu as des livres, des documentaires, des ressources qui toi t'inspirent quand on parle d'écologie, qui t'ont inspiré peut-être dans ta transition. Ça fait longtemps, on n'a pas parlé de ton activité pro, mais voilà, t'as toujours été très sensible à ces sujets-là. Est-ce que tu as des ressources à nous partager pour les auditeurs et auditrices? Oui, encore une fois, ça va être difficile de faire un choix. En termes de bouquins, alors moi j'ai été très inspiré par des grands classiques de la littérature d'aventure. Moi j'ai beaucoup lu de bouquins de montagne parce que je suis passionné de montagne, donc des récits d'aventure en montagne. Mais après il y a des grands classiques comme Thoreau. Henri David Thoreau, pour moi c'est très difficile à lire pour les adultes, en tout cas c'est très riche dans l'écriture, mais par contre c'est des premières personnes qui étaient là pour observer la nature, pour passer du temps à s'émerveiller dans la nature. Et pour moi c'est vraiment ça que j'essaye d'inculquer aux enfants, c'est pas d'y être pour consommer la nature et absolument faire le tour de vélo, le tour de l'UJDT, etc. Mais plutôt y être des fois pour juste passer du temps dehors, et même si on fait pas grand chose d'autre. Donc voilà, Henri David Thoreau, notamment Walden, qui est un bouquin où il vit dans les bois pendant plus d'une année, etc. Donc c'est assez édifiant. C'est très bête, mais en fait, ce que j'aime bien aussi comme document, c'est les cartes IGN. On parlait d'application tout à l'heure, mais en fait, moi, j'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup ouvrir une grande carte sur une table et me plonger dedans pour m'imaginer là où je vais aller. Ça me donne des petits papillons dans le ventre à chaque fois. C'est comme si j'y étais déjà, quoi. Et du coup, les enfants, j'aime bien aussi leur montrer les cartes et faire en sorte qu'ils se plongent un peu là-dedans. Après j'aime beaucoup du Sylvain Tesson, ça c'est aussi même s'il est un peu plus décrié en ce moment sur ses avis, etc., mais par contre je trouve qu'il écrit très bien, et notamment tous les bouquins qu'il a écrits sur l'aventure, c'est des grands classiques sur les chemins noirs où il traverse la France et où on se rend compte que finalement même la France perdue est magique à découvrir dans la nature, quoi. Tu parlais de documentaires aussi, je crois, ou en tout cas de vidéos, de choses comme ça. Il y en a un que j'ai vu avec les enfants il y a pas longtemps qui s'appelle Naïs au pays des loups. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument voir ce film. C'est un papa, Rémi Masseglia, qui emmène sa fille, qui doit avoir 2 ans, je crois, dans son sac à dos pour aller observer les loups et en tout cas aller pister les loups sur plusieurs années. Donc en fait, il filme sa relation avec elle tout le temps. Donc en fait, ils vont en montagne, ils posent des pièges photos, ils bivouaquent, ils font de l'affût avec sa petite qui est toute petite, enfin voilà, qui a pas du tout, qui est même, c'est dur de rester silencieux, etc. En affût, hein, c'est des choses que moi j'essaye de faire avec les enfants, mais c'est assez compliqué. Et en fait, c'est la petite qui commente beaucoup ce qu'elle voit. Et elle est enregistrée avec le son, etc. Et en fait, moi, ça m'a donné les larmes aux yeux, quoi. Donc vraiment, c'est un superbe film, Naïs au pays des loups. Vraiment à voir en famille, c'est superbe jusqu'au moment où il découvre les loups pour de vrai, quoi. Et après, si on reste dans les loups, il y a Marche avec les loups, Vivre avec les loups, qui sont des documentaires aussi avec les loups. J'aime beaucoup les loups parce que ça a un aspect ça nous met face à cet aspect vivant, du vivant, qu'on voit pas, dont on a un peu peur, qui crée des problèmes aussi, hein, des problèmes de cohabitation. Mais en fait, c'est assez magique le loup, quoi. Notamment pour les enfants, hein, même pour nous. Enfin, nous, on a eu d'ailleurs un bivouac en montagne où on a entendu les loups en famille. Je peux vous dire que j'ai eu des frissons pendant un moment, quoi. Donc c'est entendre les loups quand on dort dehors, c'est assez fou. Donc voilà, plutôt des documentaires comme ça. J'en avais d'autres. J'avais peut-être plutôt un truc un peu d'anticipation si vous avez des grands ados. Abyss, une série qui s'appelle Abyss, qui est passée sur France 5, je crois, il y a quelques mois, et qui montre comment le vivant et notamment la nature peut se venger aussi quand on ne la respecte pas. Donc moi, voilà, je travaille beaucoup dans la transition et je suis en train de lire des bouquins sur le vivant en ce moment. Et en fait, cette série, c'est pas forcément le truc qu'on aimerait qu'il se passe, mais en fait on se dit finalement c'est un peu bien fait pour nous quand la nature se réveille et se venge un petit peu. Donc là voilà, c'est dans l'océan, c'est la nature et les animaux sauvages dans l'océan qui se rebellent contre les humains qui détruisent l'océan, quoi. Donc c'était assez rigolo. Parfait, merci beaucoup. Évidemment, je listerai tout ça dans la barre de description pour que les auditeurs et auditrices puissent les retrouver facilement. Merci Thibaut, c'était très intéressant d'échanger avec toi. J'espère que ça aura donné envie à celles et ceux qui nous écoutent de prendre un sac à dos et partir à l'aventure. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le faire davantage. Et vraiment, je recommande ton bouquin parce que c'est très fourni, c'est très riche. Alors, c'est pas le livre qu'on emmène avec soi quand on
part à l'aventure, parce que ça fait quand même, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est une bonne petite brique. Mais par contre, c'est le livre à avoir à la maison pour planifier ses prochaines vacances. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur Instagram ou sur Internet pour suivre vos aventures? Et voilà, merci. Eh ben oui, vous pouvez suivre nos aventures sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle Tibolib, Tibolib. Donc voilà, vous pouvez trouver, c'est sur Instagram. Et on partage à la fois moi je partage mais aussi mes aventures perso, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait faire de l'aventure en famille, c'est aussi préserver des moments aussi pour soi, pour sortir dehors aussi. Mais c'est possible. Donc voilà, je partage un peu tout ça, notamment nos petits bivouacs de tous les week-ends, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.